fois-ci pour contrer le travail forcé. Alderbec ou Québerta? L'Alberta veut faire équipe avec le Québec. Et de plus en plus d'Américains souhaitent quitter les États-Unis et acheter une propriété au Canada. Il est 22 h, je m'appelle Marie-Claude Paradis-Desfossés et voici les débatteurs. Et autour de la table ce soir, Maude, Frédéric, Jacinthe et Elisabeth. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Et on commence tout avec les mots du jour. Elisabeth, Hart. Carter Hart, c'est le gardien de but des Golden Knights de Vegas qui est présentement en finale de la Coupe Stanley, qui est sur la glace. Et ça fait une petite controverse parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent qu'il n'a pas sa place sur la glace parce qu'il fait partie des 5 joueurs qui ont été acquittés l'été dernier des accusations d'agression sexuelle qui pesaient contre eux. C'est le fameux procès d'équipe Canada Junior. Alors, il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il a sa place sur la glace pendant cette finale de la Coupe Stanley. Et Maude, autre mot, maison. Ben oui, maison, parce que beaucoup de Québécois ont décidé de passer leurs vacances d'été à la maison, selon un nouveau sondage qui a été publié aujourd'hui par CA Québec. Le 18 prévoit rester à la maison et le budget moyen est de 2 095 $. Il n'a pas changé, donc il n'est pas en croissance pour la première fois. Et les Québécois boudent encore les États-Unis. 4 seulement prévoient traverser les frontières. Alors, des vacances en cours. L'administration Trump veut imposer de nouveaux tarifs douaniers à une dizaine de pays, dont le Canada, une autre taxe de 10 pour cette fois-ci punir les pays qui ne luttent pas assez contre l'importation de produits qui sont issus du travail forcé. À cette nouvelle menace tarifaire s'ajoute aussi une nouvelle menace d'annexion qui est venue de l'ambassadeur américain au Canada. Pour discuter tout ça avec nous, notre débatteuse analyste en politique américaine, Valérie Beaudoin. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Bon, la première question, c'est est-ce que Donald Trump se soucie vraiment du travail forcé, en tout cas assez pour nous imposer une taxe? Bon, je suis pas dans la tête et dans comment dire, je connais pas les intentions exactes de Donald Trump. Alors, je vais essayer de lui donner le bénéfice du doute en espérant qu'il se soucie du travail forcé, comme n'importe quel leader d'une démocratie devrait le faire. Mais je crois qu'il faut quand même garder en tête que Donald Trump a promis de trouver de nouvelles façons d'imposer des tarifs, parce qu'on se souvient de la décision de la Cour suprême. Il y a quelques mois, on a invalidé un paquet de tarifs, justement parce qu'on n'avait pas utilisé la bonne loi. Cette fois-ci, on dit que c'est à la suite d'enquêtes. Donc, on a trouvé la poignée pour imposer ces tarifs-là. Peut-être que ce sera quand même contesté, mais tout de même, il doit renflouer ses coffres. Il a tellement promis de choses à beaucoup d'Américains. Et on se rappelle aussi que d'ailleurs, il doit rembourser des millions de dollars à des entreprises qui ont pu éponger ces tarifs-là qu'ils ont payés ou redonnés aux consommateurs, justement en raison de cette guerre tarifaire. Alors, à un moment donné, la banque va se vider. Alors, c'est une autre façon d'aller chercher de l'argent, d'imposer ces nouveaux tarifs. Valérie, tu es justement dans le comité consultatif sur les relations économiques entre le Canada et les États-Unis. Est-ce que vous aviez été averti qu'il allait y avoir encore de nouveaux tarifs? On ne nous avait pas dit directement il y aura de nouveaux tarifs, mais c'était évident. On nous a dit des turbulences sont à prévoir. Alors, il ne faut pas se surprendre s'il y a d'autres déclarations. Et ce qui est clair, puis ça, c'est même au-delà du comité consultatif, c'est juste à suivre l'actualité américaine depuis tellement longtemps et surtout comment Trump fonctionne. Il faut comprendre qu'il y a une partie qui c'est de la politique. Alors, on veut passer un message, montrer qu'on est fort, montrer qu'on veut imposer des tarifs. Mais après ça, il y a quand même des négociations qui se font et il y a le côté économique où on doit continuer de faire des affaires avec le Canada, mais c'était à prévoir, oui. Puis peut-être qu'il y aura d'autres surprises. Je sais qu'entre autres, le dossier de l'alcool, ça le titille beaucoup Donald Trump. Il n'aime pas ça qu'on arrête d'acheter de l'alcool des États-Unis un peu partout au Canada. Au cours des derniers jours, on a aussi entendu parler encore du 51e État, des genres de menaces d'annexion. L'ambassadeur des États-Unis au Canada en a fait également mention. Pourquoi ça revient comme ça présentement dans l'actualité, ces menaces-là? En fait, c'est que l'ambassadeur a repartagé ce que Donald Trump avait mis sur Truth Social. Il avait partagé, Donald Trump, un article de Bloomberg qui parlait que le Canada est en récession technique. Donc, il a mis 51e État en voulant dire, bien sûr, parfait, ça va pas bien économiquement là. Peut-être que vous pourriez venir de ce côté-ci de la frontière. On pourrait vous annexer. Je crois que il peut pas se contrôler. Donald Trump, il écrit tellement de messages sur Truth Social le soir, la nuit, à différents moments. C'était une occasion en or pour lui de vraiment aller piquer au vif le Canada avec qui il négocie actuellement. Est-ce que ça fonctionne dans les négociations? Est-ce qu'il pique le Canada au vif ou pas tant?
Je pense qu'il essaie de piquer au vif et de nous faire un peu stresser sur les différentes négociations. Après ça, jusqu'à maintenant, le gouvernement canadien semble garder son calme, garder le cap. M. Carney disait hier, on reste calme. Oui, puis on connaît quand même le personnage. Il y a beaucoup d'imprévisibilité avec Donald Trump. Donc, même si on essaie de prévoir ce qu'il va faire, on peut toujours être surpris. Merci beaucoup, Valérie. À bientôt. Avec plaisir. Bye-bye. Alors, Elisabeth, comment tu perçois, toi, ces menaces-là d'annexion? Moi, je suis insensible à ça. Je pense qu'il fait ça pour provoquer. Et plus on embarque là-dedans, plus on embarque dans son jeu, tant qu'à moi. Ça fait très longtemps qu'il en parle. Il en reparle parce que là, on est en négociation pour l'accord Canada, États-Unis, Mexique, puis la date d'échéance arrive bientôt. Je pense que c'est pour y donner un petit pouvoir de négociation puis pour y montrer qu'il y a le dessus sur nous. Mais il faut arrêter toujours de donner de l'importance à ce qu'il dit quand c'est de la provocation. C'est comme si on était habitué avec Donald Trump, mais Maude, mais là, de voir l'ambassadeur américain au Canada qui s'en mêle. Je trouve qu'il y a comme un manque de diplomatie. Là. Je trouve son approche assez agressive et pas mal insupportable. Le fait qu'il republie textuellement. Puis moi, contrairement à Elisabeth, je trouve que quand c'est le pays le plus puissant du monde qui parle de 51e État, on est comme un peu obligé quand même de prendre ça au sérieux. On va parler aussi de cette nouvelle menace tarifaire pour protéger des travailleurs soi-disant forcés. Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? Que Trump fait ça pour... non. Franchement, il ne faudrait pas prendre les gens pour des épais. Les Américains sont les plus grands importateurs des produits de travaux forcés, déjà à la base. Alors, d'essayer de faire la morale à travers l'Occident en disant « Moi, je ferai affaire seulement avec ceux qui montent patte blanche », pourrait commencer par lui-même. Franchement, moi, Donald Trump, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis tanné. Solide d'abord, ça. Charles Saint-Ève, est-ce que tu penses que c'est légitime du président Trump d'exiger? Depuis cette deuxième présidence pour le président Trump, il est vraiment en confrontation directe avec la Chine. Donc, chacune de ses actions, moi, je pense qu'on doit les analyser souvent avec le prisme de la Chine impérialiste qui est en train de devenir le deuxième pouvoir et qui tente de prendre la place des États-Unis. Alors, en ce sens-là, je peux comprendre sa décision du président américain de contrer le travail forcé. C'est une façon indirecte de s'attaquer aux pays qui pourraient servir d'intermédiaire pour l'entrée des matières chinoises pas seulement à la envers... Chine, par contre. Non, mais les Chinois pourraient exporter leurs matières chez nous au Canada et le Canada pourrait devenir un pays, ou est peut-être présentement un pays intermédiaire qui permet l'entrée de produits chinois vers les États-Unis. Alors, c'est en ce sens-là, je pense qu'il a ciblé certains pays pour qu'ils évitent de servir d'intermédiaire face à la Chine. Maintenant, parlons de la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, qui était de passage à Québec. L'objectif, resserrer les liens avec la belle province, se rapprocher aussi de son homologue Christine Fréchette, les deux premières ministres qui ont discuté d'enjeux communs. Aujourd'hui, Mme Smith qui a même suggéré de créer une alliance Alberbec ou Québerta. Reportage Laurence Royer. Fréchette et Danielle Smith, il a notamment été question d'autonomie provinciale, de développement économique et ça a été des discussions teintées par le contexte de révision de la CEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Elles ont aussi discuté de la loi de Claire ou de la loi Gabi-Renault, comme on l'appelle ici, parce que c'est une loi qui est déjà en vigueur en Alberta. Et Christine Fréchette a voulu savoir comment se déroule son application là-bas. À ce que je comprends, elle donne des bons résultats. Alors, j'ai été rassurée par cet élément-là, parce que c'est quelque chose qu'on va mettre en place ici, du fait que je me suis engagée à aller de l'avant avec la loi de Claire. La rencontre d'aujourd'hui va permettre de resserrer ces liens commerciaux qu'il y a entre le Québec et l'Alberta. L'objectif des premières ministres était également de développer de nouveaux liens commerciaux. Et la première ministre de l'Alberta a même évoqué l'idée d'appeler cette nouvelle collaboration Québerta ou Alberbec. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Danielle Smith a aussi rencontré la Chambre de commerce au port de Québec un peu plus tôt aujourd'hui. Et même si nous avons certaines différences, je crois que nous avons beaucoup plus en commun que ce qui nous distingue. And while we may have a few differences, I believe that we have far more in common than not. What we don't have in common is that I am not fluent in French. Là-bas, elle a notamment parlé du processus référendaire sur l'indépendance de l'Alberta qui aura lieu au mois d'octobre. Elle a rappelé sa position. Elle souhaite que l'Alberta reste dans le Canada, mais elle veut aussi plus d'autonomie pour les provinces. Et elle a fait un plaidoyer pour un Canada uni et elle estime que les provinces peuvent gagner à travailler ensemble. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info. Charles Saint-Ève, Elisabeth, est-ce que ça vous surprend cette main tendue de l'Alberta au Québec?
Ouais, moi, j'ai été surprise de voir ça parce que Christine Fréchette n'est pas dans une politique ou dans une ligne politique qui ressemble à celle de Danielle Smith, mais en fait, les deux femmes partagent quand même cette appréhension des mouvements indépendantistes de chacune de leurs provinces. Alors peut-être qu'ils ont partagé des stratégies anti-mouvement indépendantiste. Mais c'est particulier quand même parce que Danielle Smith a été fortement critiquée pour avoir défendu la pertinence de tenir un référendum, du moins. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas en commun, par exemple, du tout, parce que Mme Fréchette, du côté de la CAQ, eux autres, c'est non, on n'en veut pas de référendum. À part la question référendaire, Maude, il y a peut-être aussi l'aspect de l'énergie? Bien, je me demande, oui, c'est ça, il y a peut-être un rapprochement là parce que, en fait, il va falloir qu'elle se pose la question, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la question délicate des gaz de schiste, des hydrocarbures, des pipelines? Et on le sait, là, au Québec, on est assez mitigé là-dessus, donc peut-être va falloir ouvrir le débat franchement, éventuellement. Frédéric, est-ce que Mme Fréchette fait bien de se rapprocher de Mme Smith, là? Ça dépend. Hein? L'Alberta et Québec a toujours eu une bonne relation, contrairement parfois à ce qu'on peut penser. Peter Lougheed, René Lévesque, c'est Lougheed qui avait amené M. Lévesque dans les discussions de 82. Mais là, on sait que Danielle Smith est très, très proche d'un certain Donald Trump qui fait grincer pas mal au Canada. Je suis pas si certain que ça, moi, que c'est gagnant de façon absolue, mais je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sinon. Mais le petit enjeu pour Mme Fréchette, c'est seulement celui-là. Alors maintenant, notre sondage Express en ce mercredi porte justement là-dessus. Voyez-vous d'un bon œil ce rapprochement entre les deux provinces? Répondez à la question pendant la pause. On aura les résultats au retour. Également, à l'approche des festivités de la fierté, des organismes LGBTQ+, sont préoccupés par le phénomène de rainbow washing. On vous explique c'est quoi au retour. Alors, voyez-vous d'un bon œil le rapprochement entre le Québec et l'Alberta? Vous avez répondu oui à 83 % et non à 17 %. Maintenant, déjà 11 féminicides allégués au Québec cette année et on est qu'au mois de juin, le gouvernement a déposé le projet de loi Gabi-Renault qui permettrait aux femmes de savoir si leur partenaire a des antécédents de violence. Malgré tout, la réalité, c'est que celles qui veulent quitter un conjoint violent n'ont souvent ou parfois nulle part où aller. Les ressources en hébergement présentement débordent. Alors, le gouvernement devrait-il financer systématiquement la relocalisation des femmes qui portent plainte pour violence conjugale? C'est la question de notre grand débat de la demi-heure. Répondez-y sur Nouveau Info ou encore en balayant le code QR. On a parlé beaucoup des États-Unis sur le Canada, mais il y a de plus en plus d'Américains qui souhaitent déménager ici au Canada et qui sont à la recherche d'une propriété au nord de leurs frontières. C'est ce que constate l'agence Royal Lepage. Les visiteurs américains qui consultent le site de l'entreprise immobilière sont d'ailleurs plus nombreux et certains passent même à l'action. Reportage Lily Mercure. Things got worse in the country, and that's also why I decided to come here. Brielle de Santos vit au Québec depuis 2019. L'Américaine de 28 ans est mariée à un Québécois. Le couple habite tout près de Joliette, dans l'Anaudière. Si l'amour est la principale raison qui a amené la jeune femme ici, le climat social aux États-Unis a énormément pesé dans la balance. I think it's become worse in his second term. Especially with the ICE raids going on because my family is part Puerto Rican. Celle qui œuvre maintenant en production vidéo essaie de convaincre sa famille qui vit au New Jersey de venir la rejoindre. They've been thinking about maybe moving to Ontario, like Ottawa, because it's only about 2.5, 3 hours from here. Ils sont loin d'être les seuls. Depuis le début de l'année, un nombre record d'Américains envisagent d'acheter une propriété au Canada, selon Royal Lepage. À la fin avril, il y a eu une hausse du trafic sur le site web de 542 % par rapport à l'année dernière. Il faut se rappeler qu'au même moment, la Cour d'appel venait de suspendre l'accès à la pilule abortive par la poste. On ne voit pas encore sur le terrain des gens venir acheter des propriétés là, comme telles de façon significative. Là. Pas assez pour changer les statistiques du marché, quoi que ce soit. Puis le déménagement d'un pays, ben ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a des processus d'immigration à faire, des élections mi-mandat qui s'en viennent. Là, je pense que si on arrive dans un endroit plus près d'un point de cassure, là, je pense que ça risque de se matérialiser. Et d'ailleurs, Ottawa a récemment élargi les critères d'admissibilité à la citoyenneté canadienne pour les personnes nées à l'étranger de parents canadiens. La loi C3 étend l'accès à la citoyenneté de la première à la deuxième génération, donc aux petits-enfants. Brielle de Santos poursuit l'apprentissage du français. Pour rien au monde, elle ne semble vouloir retourner vivre aux États-Unis. I feel like every day
There are new laws being passed in other states. It's only a matter of time before it reaches even the blue states. Like, we don't know what's going to happen in the future. À Joliette, Lily Mercure, pour Nouveau Info. Alors, Frédéric, toi, tu comprends l'inquiétude des familles américaines qui veulent déménager ici? Très certainement. Là, c'est une famille de descendance immigrante aux États-Unis. Comment vous vous sentez depuis maintenant 18 mois? Il y a d'autres individus aussi, d'autres citoyens qui ne se sentent plus en sécurité, qui ne se reconnaissent plus dans ce pays-là. Aller au Vermont, aller à New York, combien d'Américains vont nous dire « on s'excuse, on s'excuse, on s'excuse ». Donc, très clairement, il y en a plusieurs qui veulent fuir un État qui, selon les instituts d'évaluation de la démocratie, sont à leur pire recul depuis la fin du 18e siècle. Pensons aussi. Alors, très clairement, ça a des répercussions, de toute évidence. J'en s'intéresse maintenant de voir des Américains qui veulent s'en venir au Canada, acheter une propriété. Est-ce que tu vois ça d'un bon œil? Mais je trouve que ça va être intéressant de regarder qui fait ces démarches-là. Est-ce qu'ils se rendent jusqu'au bout aussi? Parce que le courtier immobilier le mentionnait, là, il y a de l'intérêt, mais en ce moment, on ne passe pas à l'acte. Quand même, faire une demande d'immigration au Canada, bon, c'est plus facile, mais il reste que les conditions d'emploi, l'accès à la propriété, la valeur des maisons aux États-Unis, elle est généralement, ça dépend des secteurs, mais elle est généralement en deçà de la valeur des maisons, des propriétés au Canada. Donc, ça va être intéressant de suivre exactement quel type de clientèle finit par faire le geste de s'en venir. On est aussi dans un contexte de crise du logement. Est-ce que tout ça, ça risque d'avoir un impact, Elisabeth, justement, sur l'immobilier ici? Bien, s'il y en a beaucoup, puis s'il y a vraiment un mouvement de masse, oui, il va falloir qu'on observe tout ça et qu'on prenne les mesures nécessaires pour éviter que ça ralentisse ou que ça freine l'accès à la propriété pour les centaines de familles et de personnes présentement qui cherchent une maison depuis des années, qui voient les prix augmenter d'année en année. Il y en a des gens qui ont de l'argent aux États-Unis qui sont prêts à payer cher pour des maisons. Il ne faudrait pas non plus que ça ait un effet néfaste pour ceux qui n'ont déjà pas accès à la propriété. Oui. Maude, justement, par rapport à la crise du logement, est-ce qu'on peut accueillir beaucoup plus d'Américains? En fait, la question que je me pose, moi, c'est pas tant le problème qu'ils veulent s'en venir ici. Le problème, c'est qu'on ne construit pas assez de logements pour nous qui sommes déjà ici, là, dans certains quartiers de Montréal où est-ce que les logements sont vraiment pas très chers. Le taux d'occupation est à 1,3 %. Donc, on a un problème d'abordabilité. Mais par ailleurs, je trouve ça quand même intéressant de voir qu'on reste comme un refuge pour les Américains puis qu'ils nous voient encore comme un pays sécuritaire, calme, paisible, stable. Donc ça, je trouve que c'est comme une douce revanche. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup de l'autre côté de la frontière. Là. On pense à Plattsburgh dans ce coin-là. Là. Ils aiment ça nous voir. Oui, ils nous aiment beaucoup. Alors, vous avez des commentaires à partager avec nous ou encore des idées de débat. Écrivez-moi. Vous voyez d'ailleurs mon adresse présentement à l'écran. En plein mois de la fierté, il y a des organismes et des membres de la communauté LGBTQ+, qui s'inquiètent du phénomène du rainbow washing. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui utilisent les couleurs du drapeau arc-en-ciel pendant la fierté sans vouloir vraiment s'engager ou encore s'impliquer. C'est une stratégie marketing qui est dénoncée parce que, selon ses membres, elle banalise des luttes qui sont bien réelles. Reportage Alicia Miljour. Le rainbow washing, c'est quand il y a des entreprises qui vont saisir, par exemple, le mois de juin ou la semaine de la diversité à Montréal, où il y a les festivités plus intenses, pour venir créer des opportunités d'affaires. C'est généralement des opportunités d'affaires vraiment pour encourager la communauté, la diversité, seulement dans un moment restreint de l'année où est-ce que c'est lucratif et c'est bénéfique pour les entreprises. Certaines veulent être des alliés, donc il y a plein d'entreprises qui ont vraiment des bonnes intentions quand elles le font. Par contre, d'autres le font aussi pour peut-être un aspect marketing. C'est pas tout le monde, mais on en connaît qui l'ont fait à travers le temps. Et quand on creuse puis qu'on se rend compte que les pratiques sont pas si inclusives que ça, que la culture, elle est pas si bienveillante que ça, le drapeau, finalement, est juste une vitrine un peu vide. Bien, ça fait que les personnes queer se sentent pas sécuritaires, qu'ils se sentent pas vraiment écoutées, vues, entendues. Parce que, dans le fond, on se sent supporté, entre guillemets, du 1er juin au 30 juin, mais dès que la cloche du 1er juillet sonne, bien là, nos droits sont plus les mêmes. Et dans mes rencontres aujourd'hui, je me suis posé la question, comment en tant qu'entreprise ou consommateur, on peut éviter ce genre de techniques marketing? Du moment que vous avez l'opportunité de représenter plus qu'un couple d'individus, simplement de venir inclure la diversité. Et tout passe par la culture. On a beau mettre des drapeaux partout, mais si de l'intérieur, on n'est pas vraiment dans cette bienveillance envers les communautés, ça vaut ce que ça vaut. En plus de cette technique de marketing douteuse, plusieurs organismes et membres de la communauté s'inquiètent de la baisse de l'intérêt et du nombre de participants
partenariat de la part des entreprises. Puis quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux il y a à peu près comme 7-8 ans, c'est fou à quel point c'était comme un peu plus trendy d'être queer. Fait qu'il y avait énormément de compagnies. Tu sais, je pouvais booker un genre de 6-7 campagnes dans le temps reliées à la communauté queer. Puis maintenant, c'est à peine si j'en book une. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est pas savoir si une entreprise met un drapeau ou pas, mais c'est voir que certaines entreprises et organisations qui, dans le contexte, reculent et que pour eux, l'inclusion, c'est peut-être plus une priorité. Plus que jamais, il faut qu'on en parle. Il faut que l'inclusion de tout le monde, pas juste les communautés, mais vraiment tout le monde, soit vraiment une priorité. À Montréal, Alicia Miljour pour Nouveau Info. Bon, Maud, c'est pas nouveau en même temps qu'il y a des entreprises comme ça qui utilisent des causes pour se faire du capital politique ou pour attirer plus de clientèle à des moments ciblés. Là. Non, effectivement, on a déjà vu le greenwashing, donc vouloir être vert sans l'être vraiment. On a vu le pinkwashing, donc vouloir être intrusif, soutenir les femmes, mais finalement poser aucun geste. Donc le rainbow washing, c'est la suite de ça. Moi, ce que j'aime pas, c'est la différence entre finalement l'engagement, le semblant d'engagement, l'action. Il y a comme un paradoxe là-dedans que je trouve ça vient mêler tout le monde. Donc j'aime pas ça. Justement, Jean Saint-Ève, toi, est-ce que tu trouves ça moralement discutable, tout ça? Oui, mais en même temps, je trouve qu'on en fait une grosse histoire. Si un commerce met le drapeau ou met un effigie du mouvement LGBTQ+, sans faire plus, il reste qu'il affiche quand même une ouverture durant ce mois-là. Alors, il faut quand même saluer là où les gens sont rendus et ça ne veut pas dire qu'ils sont non plus intolérants en dehors de ce temps-là. Donc, le manque de cohérence ou le manque de profondeur dans leur action face à leur affichage, ça ne veut pas nécessairement dire non plus qu'ils sont intolérants en dehors. Donc, je pense qu'il faut quand même être souple là, par rapport à ça. Jacinthe Frédéric, on entendait quand même un intervenant qui disait qu'il craignait des reculs aussi au niveau de l'implication des entreprises notamment. On parlait tout à l'heure du recul démocratique aux États-Unis, du recul des droits fondamentaux. Oui. La communauté LGBTQ+, en a plein la gueule, mais plein la gueule. Donc, moi, là-dessus, je suis assez d'accord avec Jacinthe. On peut voir le verre moitié vide, moitié plein. J'ai tendance à le voir à moitié plein dans le sens où aux États-Unis, notamment, le Go Woke, Go Broke est très, très populaire. De toute évidence, c'est pas encore entré ici. Tant mieux. Alors, on va, je dis pas se contenter de cette moitié de verre-là, mais on peut se dire qu'on l'a échappé belle. Pour moi, de l'affichage, c'est que du positif. À part, évidemment, si l'entreprise en question a des pratiques clairement anti-LGBT. Là. Ouais. Mais sinon, tu peux juste afficher le drapeau une fois par année, supporter les employés et ouvrir la porte aux employés LGBT. Idéalement, c'est une vraie implication. On comprend pour la communauté. Alors, voilà comment on a vu l'actualité à vos cellulaires, maintenant à vos tablettes. On va parler le débat commence dans 30 secondes.